Bonjour, on est le 13 avril, mardi 13 avril 2021, avec une journée d'hier qui a été grelottante parce qu'on a eu de la grêle. Elle était grelottante, on a eu de la grêle. En plus de ça, on a eu pendant la nuit un gel qui est apparu sur l'herbe et sur certaines vitres. On voyait ce gel qui a fait son effet durant le cours de la nuit. Donc ce qui veut dire que l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. N'a pas encore dit son dernier mot. Donc on a vu une tombée de grêle le lundi 12 avril, c'est-à-dire hier. Je vous présente un exercice. Donc un satellite se déplace à 300 km de la Terre. Calculez sa vitesse et sa période de rotation. Bon, le but de la manœuvre, c'est pas que je résolve l'exercice, hein. Je vais le résoudre, c'est pas un problème. Je vais le résoudre. Mais c'est aussi parfois de discuter, je veux dire, de l'énoncé en lui-même. C'est pas que je le résolve, parce que résoudre, je vais le résoudre. Je ferai l'exercice, je vais le faire dans un instant. Mais le problème, c'est pas tout à fait ça dans lequel vous pourrez tirer des enseignements, c'est par rapport à ce que je raconte, à ce que je dis. Parce que c'est fondamental ce que je raconte, et c'est sur base de ça qu'il faut aller tirer l'essentiel bon, des connaissances. Alors, on va commencer cet énoncé en partant du principe que euh, un satellite se déplace. Un satellite se déplace. Bon, tout d'abord, quand on parle de déplacement, on va dire c'est une mobilité. Un déplacement, c'est équivalent à une mobilité. Mobilité, ça veut dire que il y a deux cas de figure. Soit un corps est mobile, ou soit il n'est pas mobile. S'il est mobile, on appelle ça de la mobilité. Si il est pas mobile, il est immobile. Donc il y a deux cas de figure. Soit il est au repos, ou soit il est en mouvement. Un déplacement signifie mobilité. Mais sous-entendu, si on est sur Terre, cette mobilité peut être soit à pied ou à pattes, si c'est des animaux à pied, à pattes, avec des chenilles, des roues. Donc, on peut avoir des déplacements aériens, genre fusée, hélicoptère, drone, avion, voilà, tout ce qui peut voler, c'est un déplacement, on va dire, dans et hors de l'atmosphère. Si je pense à une fusée, bon, on peut la faire monter hors de l'atmosphère. Mais généralement, un petit avion, là, c'est vrai que la couche terrestre se divise en différentes catégories, mais sachez que, on va dire, il y a moyen de faire des trajectoires sur le pourtour de la Terre. C'est ça que je veux dire. Et tout ce qui est euh, sur le pourtour de la Terre, c'est par des engins mécanisés qui vont permettre un vol. Un vol. Maintenant, on peut se déplacer sur les routes ou sur des trajectoires sur la Terre. Donc à ce moment-là, on aura des camions, des voitures, des trains, tout ça concourt à faire des trajectoires au sol. Donc il y a des trajectoires aériennes, trajectoires au sol. Et tout ça concourt à la mobilité. À la mobilité. Et alors il y a les trajectoires sous-marines. Par exemple, un sous-marin, bateau, yacht, tout ce que vous voulez. Navire, paquebot, peu importe. Radeau, etc. Le déplacement donc, est permis, on va dire, est compréhensible au sol, parce qu'en fait, on tient au sol et il suffit juste de mettre un engin mécanisé avec des roulements, ou du glissement, hein, de roulement ou de glissement, pour faire un déplacement.
Mais vous allez me dire, oui, mais la Terre, c'est tout à fait logique qu'on puisse se déplacer sur Terre parce qu'on se déplace sur du dur. Sur du dur. Mais dès le moment où c'est de l'aérien, déjà quand c'est de l'eau, c'est plus du dur. On n'a plus un sol dur, on a un liquide. Donc là, on a la Terre qui est solide. Bon, on comprend, on conçoit qu'on puisse faire des déplacements sur du solide, pour autant que le solide tient, que c'est pas marécageux, bien sûr. On peut faire des déplacements dans le liquide, là, c'est un peu plus compliqué. Là, on a construit, par le principe d'Archimède, bon, des bateaux, des radeaux, etc., etc. Puis les radeaux, les bateaux sont devenus de plus en plus, on va dire, sophistiqués, à un point tel que, bon, maintenant, on peut mettre d'énormes navires qui peut contenir, bon, des tonnes et des tonnes. Bon, et les avions, c'est pareil. Dans l'air, c'est un gaz. Donc on peut se déplacer sur les solides, sur les liquides, enfin dans les liquides, ou sur les liquides, et on peut se déplacer dans les gaz. Donc on va dire sur les solides, on peut se déplacer sur les solides, on peut se déplacer sur les liquides ou dans les liquides, on peut se déplacer dans les gaz. Bon, et quand j'appelle gaz, c'est le pourtour, on va dire, de la Terre. Maintenant, une fois qu'on sort du système de la Terre, hein, complètement, je veux dire à X kilomètres, là, on est considéré comme étant dans l'espace. Quoique, bon, la Terre fait partie de l'espace. La Terre fait partie de l'espace. Donc, quelque part, on fait déjà des mouvements dans l'espace, puisque la Terre est partie intégrante de l'espace. Mais là, ça se conçoit moins que de circuler dans quelque chose où on n'a rien. On n'a rien. On va se dire, bon, le solide, on comprend qu'on peut voilà, faire des circulations dans un solide. Sur Terre, on comprend, on a quelque chose. Hein. La Terre contient... Déjà, la Terre tourne. La Terre tourne. Et le fait de tourner, il n'y a rien qui part dans ce sens-là. Tout est en équilibre. Donc l'être humain, les habitations, enfin les êtres humains, les animaux, etc., etc., tous sont collés au sol. Maintenant, il y a des animaux aériens, mais ça, pour voler, ils doivent dépenser de l'énergie. Mais en tout cas, les êtres humains ne partent pas dans ce sens-là. Ils restent collés au sol. Alors que, enfin, au sol, donc c'est-à-dire à la surface de la Terre. Tous les êtres humains sont adossés, collés à la surface de la Terre. Ça veut dire qu'ils ne tombent pas par là. Ils ne tombent pas par là. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que ce monde étrange de l'espace? Qu'est-ce que c'est que cet espace qui entoure la Terre? Très étrange. Bien sûr, tout ceci concourt à voir de l'agglutination de matière. Hein. La matière, quand elle arrive, pour s'agglutiner, elle est prise. Bien sûr, je parlais de champ, elle est prise dans un champ, elle s'agglutine pour former, si vous voulez, des matières. Donc toute matière qui va venir de l'espace va s'agglutiner pour former de la matière. Alors sachez que dans l'énoncé, je suis à 300 km de la Terre. Hein. Un satellite se déplace à 300 km de la Terre. Donc c'est un déplacement qui se fait vraiment, non pas dans une partie de l'espace qui est la Terre, mais je dirais dans un environnement proche de la Terre, donc dans l'espace. Il est vraiment dans l'espace là. On est à 300 km, on est hors du système terrien, voilà, on va dire ça. On a dépassé 100 km, 200, 300, bon, on va dire qu'on est dans l'espace. Voilà, donc en fait, il y a une étrangeté, on sait se déplacer dans l'espace. On sait se déplacer dans l'espace. Mais ce qui veut dire que cet espace-là, il est étrange. Il permet de, si vous voulez, de faire circuler, des objets. Bon, alors
l'objet qui est là, 300 km, c'est un satellite artificiel, créé par l'être humain. Donc, l'être humain s'est créé un satellite qui allait tourner à 300 mètres. Bon, pour, il va créer un satellite pour des, voilà, pour des raisons malsaines, c'est-à-dire militaires, parce que je pense que les militaires apportent souvent, je veux dire, enfin, militaire, c'est espionnage, hein, espionnage. Donc, voilà, c'est malsain, l'espionnage, c'est malsain. Donc, là, on a 300 km. Il y en a qui disent que c'est la sécurité, mais c'est malsain. Voilà. En cas de conflit, c'est utilisé en cas de conflit, mais même sans conflit, il est utilisé pour l'espionnage. Donc, c'est malsain. Ceci étant dit, voilà, on a un satellite qui tourne à 300 km. Et il a la possibilité de circuler dans l'espace. Il est où? Ben, il est dans un espace. Justement, il circule parce il peut circuler parce qu'il est dans un espace circulable, qui lui donne la possibilité de circuler. L'espace est circulable. L'espace est circulable. Donc, l'espace permet la mobilité. Elle permet la mobilité. Alors, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cet espace. Cet espace, on va dire, c'est un contenant. C'est un espace qui est un contenant. Donc, il va contenir, si vous voulez, des astres, de la matière et des variables, des grandeurs physiques. Voilà, il va contenir cet espace ne contient pas que de la matière qui est des astres ou des grandes roches, ou bien sûr des étoiles. Elle contient des grandeurs physiques. Grandeur physique, mécanique, électrique, etc., etc. Et donc, dans cet espace qui est le contenant, il va avoir un contenu. Et ce contenu, bien sûr, c'est les grandeurs physiques et tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la matière et toutes les grandeurs physiques que l'on retrouve en mécanique, en électricité, en électromagnétisme, tout ce que vous voulez. Cet espace permet l'interaction, si vous voulez, de matière. Elle permet l'interaction de matière via des relations données par des relations toutes faites de physique, de mécanique, d'électricité. Donc elle va mettre quoi en relation? Mais des grandeurs physiques. Donc l'espace est un contenant, on va dire, des grandeurs physiques qui sont reliées par des relations. Donc ça veut dire que l'espace, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout quelque chose de construit. Puisque qui dit relation dit construction. S'il y a une relation, c'est que quelque chose a été construit. Donc l'espace a été construit. Et elle met en œuvre des relations des différentes grandeurs physiques qui sont le contenu du contenant qu'est l'espace. Donc l'espace a été construit. Alors, l'espace va, on va dire, répondre à des phénomènes. Voilà. Il va répondre à des phénomènes. Donc si l'espace répond à des phénomènes, c'est que l'espace lui-même est une variable.
Si l'espace répond à des phénomènes, c'est que l'espace est considéré comme un phénomène, puisque lui-même étant, subissant les lois, les lois de la physique. Si l'espace euh, si l'espace répond à des phénomènes, c'est qu'il est lui-même une variable. Il est lui-même une variable. Ici, si je prends par exemple l'entropie, S, l'entropie elle est constante. L'entropie est constante, ça veut dire que l'espace, bien sûr, qui est intimement lié à la mobilité, on a un espace mobile, et donc qui dit espace mobile dit, bon, dit temps, puisque on a un espace mobile, qui dit espace mobile dit temps. On ne peut pas parler de variation d'un espace sans penser au temps. Donc on a un espace mobile en fonction du temps. Donc ce qui veut dire que l'espace-temps est complètement intimement lié. L'espace-temps est lié. On va dire que l'espace-temps est lié. Alors l'entropie étant constante, on a bien une variation d'entropie. Enfin, l'entropie étant constante, on a bien, on va dire, l'univers qui est en expansion. L'entropie est constante, on a l'univers qui est en expansion. Donc l'univers est en expansion, ça veut dire que l'espace-temps est en expansion. Ça veut dire que voilà, on a l'espace-temps qui est l'espace-temps est en expansion. En expansion. Ça veut dire que vous voyez que l'espace-temps est quelque chose de, on va dire, de variable. Si c'est quelque chose de variable, c'est une grandeur variable. Si c'est une grandeur variable, elle est considérée comme intrinsèquement pris comme une variable. Donc l'espace-temps est une variable. C'est une variable, on va dire, contenant. Variable contenant qui contient des variables contenues. Donc la variable contenant qu'est l'espace-temps va répondre à des lois de la physique. Puisqu'il est lui-même un espace variable. Alors, tout comme il existe des forces, là où il existe des forces, on a un champ de force. Là où il existe l'espace, la variable espace, on a un champ gravitationnel. Enfin, quand je dis l'espace-temps. Là où existe des forces, existe un champ de force. Là où existe un espace-temps, existe un champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel va, on va dire, interagir, si vous voulez, avec son contenu. Le champ gravitationnel qui devient une variable liée à l'espace-temps va interagir avec ces variables contenues. Champ gravitationnel va, en tant que espace-temps contenant, interagir avec ces variables contenues. Et donc dans cet espace-temps, on aura bien sûr des mobilités, et donc des trajectoires. Ces trajectoires seront
on va dire rectiligne, en l'absence, on va dire, de corps proches. Trajectoire rectiligne en l'absence de corps proche. Mais on va dire cette mobilité et donc trajectoire on va dire va se courber en présence de corps proches. Et plus le corps est massique, le corps proche est massique, et plus il va attirer le corps, et donc on aura une plus grande courbure. La courbure sera d'autant plus grande que le corps est massique, le corps d'attraction est massique. Donc on a deux cas de figure, la mobilité et donc la trajectoire est rectiligne en l'absence de corps proche dans le champ gravitationnel. C'est la mobilité d'un corps, bien sûr, la mobilité d'un corps par rapport à un autre. La mobilité d'un corps et donc la trajectoire d'un corps est rectiligne en l'absence d'un autre corps proche. Voilà. Et la mobilité, donc la trajectoire d'un corps, va se courber en présence d'un corps, on va dire, proche et je dirais même plus massique. Ce qui veut dire que là, le champ gravitationnel est lié, complètement lié à l'espace-temps. Champ gravitationnel, voilà, c'est une variable liée à l'espace-temps. L'espace-temps qui est lui-même une grandeur variable. Grandeur variable. Puisque en fait, je vous ai dit que l'entropie est constante et donc l'univers est en expansion. Donc l'espace-temps est en expansion. Donc il croît, s'il croît, il est variable. En d'autres termes, quand je dis croît, on dit que l'espace se dilate. L'espace se dilate. Si l'espace se dilate, elle a un mouvement d'entraînement. Elle a un mouvement d'entraînement de tout son contenu. De tout son contenu, c'est-à-dire de tout ce qui contient l'espace-temps. Et donc le champ gravitationnel, on va dire que l'espace-temps est une donne globale, bon, elle est répartie globalement, et que les champs gravitationnels vont répondre de manière à sa façon locale, en fonction, bien sûr, d'un corps qui est proche. D'un corps qui est proche. Voilà. Donc, l'espace-temps, on va dire qu'il va s'associer avec la matière pour se courber vis-à-vis d'elle et pour interagir avec la matière. Voilà. Et on a des champs gravitationnels qui sont, on va dire, considérés comme à effet local. Effet local, effet local, ça veut dire qu'elle va répondre en fonction de l'astre qui est proche. Qui est proche. Donc, ce qui veut dire que l'espace, il va jouer en fait on va dire comme un ressort. Comme un ressort, c'est-à-dire que voilà, l'espace va se courber en fonction de l'existence de matière. Donc il va faire comme un ressort. On aura bien sûr des puits de potentiel. Un puits de potentiel à un moment donné, quand l'astre arrive dans un puits de potentiel, ben, l'astre est piégé et là on a l'équilibre avec
voilà, l'équilibre avec un gros astre. Donc un petit astre peut être en équilibre avec un gros astre, et donc être en orbite, c'est ça que je veux dire, être en orbite. Et là, on a une orbite qui est elliptique et qui sera, on va dire, considérée comme circulaire. Considérée comme circulaire. Dans les calculs, il sera considéré comme circulaire. Donc, ça veut dire là, le petit astre aurait été piégé dans, dans un puits, dans un puits de potentiel pour lequel on aura un équilibre, un équilibre. Donc, tant qu'on a l'effet de la grosse masse sur la petite masse, on aura un équilibre. Voilà. Et justement, c'est cet équilibre-là qui permet de trouver la masse d'un corps. C'est cet équilibre-là. Quand on écrit ceci, la force centripète, la force centrifuge est égale à la force de gravitation universelle qui est gamma m sur r carré. La force centrifuge, par exemple, je prends un satellite de masse petit m, satellite artificiel ou naturel, mv carré sur r. Voilà. Cet équilibre-là, eh bien, regardez qu'il ne dépend pas. Il ne dépend pas de la masse de l'orbite. Hein. Il ne dépend pas de la masse d'orbite. Il dépend que de la masse de l'astre. Voilà, de la masse de l'astre pour lequel la petite masse orbite. C'est-à-dire vous avez la grande masse et tourne autour la petite masse m. Donc ça ne dépend pas du satellite. Mais ça va dépendre de l'astre ici. Et cette équation elle est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? Bien sûr, c'est juste une égalité. Vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est juste une égalité. Mathématiquement parlant, c'est juste une égalité pour laquelle on simplifie la masse du satellite. Mais l'extraordinaire, cette équation-là est extraordinaire. Pourquoi? Non pas parce qu'on a fait un équilibre mécanique, c'est pas ça qui est, je veux dire, extraordinaire. C'est pas de dire que la force centrifuge est égale à la force d'attraction universelle. C'est pas ça. Ni les simplifications. Mais c'est de se dire qu'on peut trouver la masse d'un astre rien qu'en fonction ouais, ici, chaque fois, j'oublie mon carré. R carré. Regardez que voudra la masse. La masse d'un astre est égale à 1 sur la constante de Cavendish. Ça, c'est une constante. R carré sur R fois V carré. Bon, R carré sur R, ce qui fait R. R carré sur R, ça fait R fois V carré. Bon, mais là, généralement, si je prends un astre, il a un rayon. Si je suis... oui, ça c'est la distance, le R c'est la distance de centre à centre, le barycentre de M et le barycentre de grand M. On va réunir les deux barycentres des deux masses. C'est la distance qui sépare le barycentre des deux masses. Donc ce qui veut dire que j'aurai R carré sur R, j'aurai plus que R. Donc j'aurai 1 sur gamma. Et si cette distance orbite, voilà, j'ai un rayon d'orbitation, ce rayon est constant. Bah, s'il fait pas, il fera une petite ellipse, hein, mais bon, si je le considère comme circulaire. Ce qui veut dire que ceci est une constante. Et là, on a une écriture qui est
K est proportionnel au carré de la vitesse. Carré de la vitesse du satellite. Et ça, c'est une équation un peu, je veux dire, extrêmement, je veux dire, qui pose question parce que énormément de questions. Pourquoi? Parce que depuis quand on mesure une masse en voyant la vitesse de quelque chose qui tourne? Généralement, quand vous devez peser des pommes, ben vous prenez une balance. Hein. Vous prenez une balance. Pour mesurer des pommes ou des poires, vous allez prendre une balance. Il va vous donner combien de kilos que mesure la balance. Mais ici, on sait calculer la masse d'un astre en connaissant, bien sûr, la distance entre l'astre et voilà, l'élément qui orbite. Bien sûr, il faut chercher quelque chose qui orbite, hein, parce que bon, sinon, nous faut une force centrifuge. Hein. Sans force centrifuge, vous trouverez jamais. Sans force centrifuge, donc il faut trouver trouver la masse toute seule, vous ne trouverez jamais, jamais de la vie. Comment nos ancêtres ont fait pour trouver les masses, ben, ils n'auraient jamais su trouver s'ils devaient chercher uniquement la masse. Hein. Donc c'est cette égalité-là qui est la bienvenue, parce que s'il n'y avait pas eu cette égalité-là, je ne sais pas comment on trouverait les masses. Hein. Ça pose question. Hein. Cette égalité, elle est bien faite. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, jamais de la vie, on aurait pu trouver la masse d'un astre. Alors, on n'a pas de peson pour mesurer 10 exposants 30 kg ou 10 exposants 24 kg. Donc voilà, on n'aurait pas eu de balance pour mesurer ça, donc impossible d'évaluer la masse d'un astre. Donc cette équation-là est la bienvenue. La bienvenue. Donc il a fallu pour ça avoir quelque chose qui est en force centrifuge. Il faut créer l'égalité, parce que voilà, on a trop d'inconnus. Il faut ramener, dans la loi de la gravitation, on a trop d'inconnus. Donc il faut ramener une deuxième équation qui est l'équation de Huygens, c'est-à-dire la force centrifuge. Et à partir de la force centrifuge, là, à ce moment j'ai une égalité, et je peux tirer des relations par rapport à des choses connues, par exemple la vitesse. La vitesse en orbite du satellite. Donc, ça veut dire que si vous voulez trouver une masse, il faut mettre quelque chose en orbite. Il faut trouver quelque chose qui est en orbite. Mais par rapport à ça, il faut connaître bien sûr sa vitesse, hein, parce qu'on ne peut pas avoir trop d'inconnus. Voilà, on ne connaît pas la vitesse du satellite, et on veut trouver la masse, c'est un petit peu bizarre. Hein. Voilà. Donc il faut quand même certaines choses. Bon, mais avec la vitesse, on sait trouver beaucoup de choses. Hein. Avec la vitesse, je vais vous montrer qu'on sait trouver beaucoup de choses. Parce qu'il y a la vitesse derrière la vitesse circonférentielle se cache la vitesse angulaire et donc la période. Donc on sait trouver la période. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une équation extraordinaire ici. On a m est égal à k fois v carré. Bon, mais ça, c'est les dimensions, bien sûr, d'une vitesse à v. Donc vous voyez que la masse est réunie ici avec la vitesse, avec la mobilité. La masse et mobilité sont réunies par une relation qui est donnée ici. En d'autres termes, la vitesse est égale à m sur k racine carrée. Encore une fois, la vitesse est liée à la masse. On aura une vitesse qui sera propre en relation à la masse de l'astre. Bien sûr, et la distance orbite astre. Distance masse du satellite à la masse de l'astre. La distance là, bon, je l'ai mis en constante K. Vous avez bien vu, j'ai mis en constante K. Donc, si je suppose que ça c'est constant, je dis que c'est un cercle. Mais la vitesse est à proprement parler liée
comme à la racine carrée de la masse sur cette constante K. Donc, que vaudra cette vitesse? Elle vaudra exactement, voilà, elle sera liée à la masse. Ou en d'autres termes, le V carré, il vaut M sur K. V carré vaut M sur K. Le carré de la vitesse vaut M sur K. Voilà, c'est pour vous dire que si on n'a pas eu cette égalité-là, ben, jamais on aurait pu trouver voilà, une masse. Hein. Voilà. Ceci étant dit, maintenant je vais faire comment on appelle ça? Mais bien sûr, c'est masse dans un espace-temps, puisque c'est une masse mobile avec une certaine vitesse dans un espace-temps. Donc on voit bien qu'il y a quelque part sous-jacent quelque chose de caché entre les masses et l'espace-temps. Hein. L'espace-temps, puisque qui dit vitesse dit notion d'espace-temps. Parce qu'une vitesse, c'est un espace sur un temps. Donc la masse est reliée par voilà, un espace-temps via cette relation-là. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Bon, maintenant je vais faire l'énoncé. Calculer, un satellite se déplace à 300 km de la Terre. Bon, vous avez compris que c'est V. Il faut le mettre en mètres. Hein. Je vais le mettre en mètres. Calculer sa vitesse et sa période de rotation. Bon, assez simple. Alors, je rappelle que comment se fait le calcul de la vitesse d'un satellite. Vous avez un satellite qui s'appelle petit s, là, qui orbite autour d'une masse. Le satellite, il est en orange. Voilà, ce que vous voyez en orange, c'est le satellite. Alors, j'ai agrandi à droite pour mettre la force centripète qui est dirigée vers le centre, la force centrifuge qui est bon l'opposé de la force centripète. J'ai appelé FCF la force centrifuge et FCP la force centripète. Et en dessous, à droite et en dessous, j'ai mis l'accélération centripète. J'ai juste rajouté l'accélération centripète qui est dirigée vers le centre. Bien sûr, la vitesse circonférentielle, c'est V. Il tourne tout le long de la trajectoire. Tout le long de la trajectoire, vous avez un vecteur V. C'est tous les vecteurs qui sont tangents à la trajectoire. On a une infinité de vecteurs tangents. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, à chaque point de la trajectoire, il y a un vecteur V. Et ce vecteur V-là, il est constant. La vitesse circonférentielle est constante. Puisque c'est un MCU. C'est un mouvement circulaire uniforme. Et alors l'accélération centripète permet de maintenir la trajectoire constante. Elle permet de maintenir la trajectoire constante. La trajectoire qui est un cercle ici. Qui est considérée comme un cercle, parce que généralement ce sont des ellipses. Avec un grand axe et un petit axe. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, elle tourne plus vite, puis moins vite, etc. Bon, ben ici, c'est une vitesse, on va dire, circonférentielle qui est constante. Avec une accélération centripète qui est pour chaque V que j'ai pris, il y a un vecteur accélération centripète. Voilà. Le premier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 6 vitesses. Donc, 6 vitesses circonférentielles, donc 6 accélérations centripètes. Elles sont dirigées toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes les 6 vers le centre. Vers le centre de l'astre. Voilà. Donc, on a une vitesse circonférentielle, une accélération centripète, une force centripète et une force centrifuge. Alors, je m'intéresse à la force centripète. La force centripète vaut l'opposé de la force centrifuge. Regardez bien. Si vous regardez à droite, partie supérieure droite, on a FCF, FCP. Eh bien, FCP est l'opposé de FCF, ou FCF est l'opposé de FCP. Mais attention qu'en intensité, ils sont les mêmes. Et moi, je m'intéresse à la norme. Je m'intéresse à la norme. Voilà. Alors, au niveau des normes, FCP en norme est égal à FCF. Ils sont aux mêmes normes. Simplement, ils sont opposés. Alors, FCP, la force centripète, c'est simplement la force d'attraction universelle. Bon, le satellite S va être attiré
par, voilà, par l'astre A, avec une force centripète FCP qui est la force de gravitation universelle, qui est gamma, constante de Cavendish, fois M1 fois M2 sur la distance séparant S et A, c'est-à-dire le rayon d'orbitation. Distance, ici, je ne sais pas si ça existe, rayon d'orbitation, mais je le dis quand même. Mais en fait, c'est la distance séparant le satellite à l'astre, DSA. Mais ne pas oublier de mettre le carré. Et la force centrifuge, bien sûr, c'est mv carré sur R. R orbitation qui est DSA. DSA. Ben, je l'appelle orbitation, mais je ne sais pas si ça se dit, il faudrait que j'aille voir dans le dictionnaire. Orbitation, mais voilà. Je n'ai pas encore été voir, chaque fois je le dis, mais voilà. Alors, j'égale, vous voyez que c'est indépendant de la masse du satellite. C'est indépendant de la masse du satellite. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste constante de Cavendish fois la masse de l'astre sur la rayon au carré d'orbitation. Les masses de l'astre se simplifient à gauche et à droite. Et on a V carré sur orbitation. Donc, que vous levez, il vous racine carré de gamma MA sur orbitation. C'est ce que je viens de vous mettre à l'instant ici. Mais j'ai réuni gamma R orbitation sous forme d'une constante. Voilà. Donc, V est égal à racine carrée de M sur K. V est égal à racine carrée de M sur K. Et le K reprenait gamma sur orbitation. Hein. Voilà. Bon, mais ici je mets tout. Donc V carré S égale quoi? Gamma MA sur R orbitation. Donc la vitesse, c'est racine carrée de gamma MA sur R orbitation. Alors ça, c'est la vitesse circonférentielle. Et c'est ce que je dois calculer. Hein. Bon, enfin, la vitesse d'orbitation, je l'ai. Je l'ai. La vitesse d'orbitation, je l'ai. Voilà. Se déplace à 300 km/h. Non, je m'excuse. Ça, c'est la distance séparant le satellite. Ouais, donc, calcule la vitesse. Donc, je calcule la vitesse d'orbitation. Je m'excuse. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Celle-ci. Il me faut juste la masse. Alors, elle orbite à 300 km. Donc, R orbitation, c'est 300. Bien sûr, il faut le mettre en mètres fois 1000. Et j'ai la masse. Enfin, du moins, c'est qu'elle. Voilà, c'est la Terre. La masse de la Terre. Alors, je peux trouver différentes vitesses. Connaissant la vitesse circonférentielle, je peux avoir la vitesse circonférentielle en fonction de gamma fois R orbitation. Donc je peux trouver oméga. V est égal à oméga R orbitation. Donc je peux trouver V sur R, c'est oméga. Mais oméga, c'est aussi 2pi sur T. Et T étant la période de révolution. Mais je la connais, parce que c'est une année. La Terre tourne autour du Soleil. Non, je m'excuse, je m'excuse. J'ai rien dit. Parce que, en fait, le satellite n'a rien à voir avec ici, le satellite, c'est un satellite artificiel à 300 km. Donc c'est la période de révolution du satellite. Mais je peux le faire, hein, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème, je vais tout faire. Donc je vais vous trouver donc l'oméga et je vais vous trouver la période de révolution. T. Voilà. Bon. Eh bien, je vais appliquer. Je peux même trouver l'accélération centripète si vous voulez. Vous aurez un pack, vous aurez tout. Donc c'est pas un problème. Alors, la première des choses, ben, on va appliquer cette formule-là.
Alors, la constante de Cavendish c'est 6,67 fois 10-11. La masse de la Terre, 5,972 10-24. Et le rayon d'orbitation, 300 km. 300 km fois 1000 pour mettre en mètres. Bien sûr, et puis je vais chercher la racine carrée de tout ceci. Il y a quand même un petit souci, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai oublié quelque chose. Bon, j'ai oublié quelque chose. Je vais le montrer par après. Mais je vais refaire multiplier. Je vais tout remultiplier parce que le dénominateur n'est pas correct. Je vais remultiplier par 300 fois 1000. Voilà. Ça c'est le numéro. Ouais, trop tard. Faut que je recommence tout parce que c'est là. J'ai fait. Bon, alors, l'erreur, j'ai fait une erreur. Quand je dis 300 km, n'oubliez pas que il ne faut pas prendre les 300 km directement. Regardez bien, c'est la distance satellite-astre. Or, l'astre, c'est la Terre. La Terre, elle a un rayon quand même. Donc, j'ai déjà parcouru un petit rayon. Voilà. C'est le rayon de la Terre. Et 300 km, c'est par rapport à la surface du sol. Donc, c'est R plus H, si vous voulez. C'est R plus H. Voilà, R plus H. Donc, dans ce cas-ci, le rayon d'habitation, c'est R, rayon de la Terre, rayon de la Terre, plus une hauteur H. Voilà, donc je vais recommencer mes calculs. Donc le rayon de la Terre, il faut que j'aille le chercher. Il est là, 6371. 6371. 6371. 6371 km, plus les 300 km qui sont la hauteur, fois 1000 pour avoir en mètres. Plus 300, là, fois 1000 pour avoir en mètres. Et maintenant je peux calculer ça. Bon, ça, chercher la calculette.
Voilà, c'est déjà mieux. Donc la vitesse c'est 7000. Enfin, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai fait une bêtise en cliquant sur les égaux. Bon, je vais aller, je sais pas si je peux aller rechercher. XY 2. Ouais, j'ai appuyé plusieurs fois sur les égales. Voilà, donc j'ai fait chaque fois racine carrée, racine carrée, racine carrée. Bah, j'ai refait le carré, carré, carré. Voilà. Parce que lui, chaque fois que vous faites égal, il prend la racine carrée. Voilà. Parce que la dernière commande que j'ai fait, c'était racine carrée. Donc chaque fois que je fais égal, il fera la racine carrée de la racine. Égal, racine carrée, égal, racine carrée. Chaque fois, il va prendre la racine carrée de la dernière commande. Donc je fais le carré pour monter en arrière et c'est ça. Donc c'est 7727 mètres par seconde. Voilà, maintenant je vais chercher la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, c'est, je peux la trouver en faisant V égale oméga R, donc oméga vaut V sur R. Oméga égale V sur R. Attention que c'est V sur V sur R. Donc ce qui veut dire que oméga, V c'est 7000. Alors, le rayon d'orbitation, c'est R plus H. R plus H, rayon de la Terre plus H. Égale 6371 plus 300 km fois 1000 pour avoir en mètres. Voilà. Et là, j'aurai la vitesse angulaire en radians par seconde. « 7727. Normalement, je devrais mettre en mémoire pour ne pas. Voilà. 292 divisé par 6371 plus 300 divisé par 1000.
radians par seconde. Alors maintenant, je cherche la période de révolution. Alors, la période de révolution, c'est oméga égale 2pi sur t, donc t égale 2pi sur oméga. T égale 2pi sur oméga, parce que oméga égale 2pi sur t. Donc 2pi sur 0,0011. J'ai pas besoin de mettre en mémoire, j'ai plusieurs calculatrices. Si je maintiens plusieurs calculatrices, je peux, chaque fois que je fais appel à une nouvelle calculatrice, je maintiens le résultat dans une autre calculatrice, ça fait office de mémoire. Voilà, 5424,929 secondes. Voilà. Et on va multiplier, ça fait combien de jours? On va diviser par 60. Divisé par 60, ça fait 90 heures. Ça, il a 90,405 heures. 90,405 heures. 90,405 heures. Voilà. Minutes. 90 minutes, je m'excuse. Divisé par 60. J'ai fait que diviser par 60, donc je suis en minutes. Là, je vais diviser encore par 60.
Ça fait 1 heure. Ça fait environ 1 heure. Environ 1 heure. Hein. Ça fait environ 1 heure. Donc à 300 km, en 1 heure, il a bouclé une révolution. Il a fait un tour. En 1 heure, il a fait un tour. À 300 km d'ici. Donc un satellite qui est... Voilà, un satellite qui voit une certaine position géographique. Et, il circule. Toutes les heures, il est au même point. Vous prenez un point donné, dans 1 heure, il sera là. Surtout pour celui-là. Il pourra voir ce qui se passe voilà, dans 1 heure de temps. Donc à 300 km dans 1 heure, ce qui laisse bien sûr la place à ceux qui sont surveillés, bon, de pouvoir être, voilà, de ne pas être perçus pendant cette heure-là. Si la localisation du satellite a été faite pendant cette heure, pendant le laps de temps qu'il circule, je veux dire, voilà, il ne verra pas le positionnement des personnes qui sont, ou voilà, de ceux qui veulent cacher certaines choses. Certaines personnes peuvent cacher. Hein, voilà. Pendant que le satellite tourne, les gens peuvent cacher des trucs. Alors pourquoi je dis cacher? Parce que généralement les satellites, ils interviennent au niveau militaire, c'est-à-dire espionnage. Hein. Donc ça vous le savez très bien, j'ai rien à vous cacher. Là-dessus, tout le monde le sait. Je veux dire, bon, mais ça veut dire que qui dit espionnage dit contre-espionnage, bien sûr. Qui dit espionnage dit contre-espionnage. Une forme de contre-espionnage, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu savoir quand le satellite est passé, c'est de faire des choses quand le satellite n'est pas là, pour pas être perçu. C'est comme le professeur, il n'est pas là, mais on veut faire des choses qu'il ne faut pas. Mais je veux dire, on le fait quand le professeur est sorti, il va aux toilettes, à un moment donné, il va aux toilettes, à un moment donné, il va... Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Déjà, l'espionnage, en soi, c'est déjà pas bon. Donc, c'est déjà pas normal d'espionner. Bon, voilà. On peut surveiller, mais je veux dire, faire de l'espionnage, bon, ça va à l'encontre voilà, de l'amitié des États. Voilà. Je vous remercie.